refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com le débat high-tech numéro 1 en France cette semaine. On va se faire plaisir. Plus précisément, nous allons parler de Mac et de Mavericks et des nouveaux MacBook Pro. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Mavericks est arrivé et aux divines surprises, la dernière version d'OS X est gratuite. Que cache ce cadeau d'Apple, surtout quand on connaît l'obsession de Tim Cook pour préserver des marges élevées? Quelles sont les avancées les plus significatives, tant en ergonomie qu'en matière de fonctionnalité? Quelle sera la prochaine étape avec OS 11? Quelle convergence avec iOS 7? Faut-il s'attendre à la généralisation du flat design? Débat, sans oublier retour sur la nouvelle gamme des MacBook Pro Retina. On refait le Mac épisode 147, spécial Mavericks, MacBook Pro Retina. Avec comme chroniqueur, ou plutôt chroniqueuse cette semaine dans la régie de Tech TV, Fanny Bouton de melcy.fr, mais également de fannysparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier, tu vas bien? Ça va bien et toi? Écoute, ça va bien, regarde, je l'ai. Oh, l'iPad Air est arrivé. Oui. Plus léger, révolutionnaire. Moi aussi, il est arrivé. Regarde, c'est avec ça qu'on fait notre magnifique horloge. C'est une horloge à 1000 €. Garde-la qu'elle tienne debout. Oui, on arrangera ça plus tard. Autre chroniqueur, autre historique dont on fait le Mac, il s'agit de Rodrigo Sepúlveda Schultz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonjour Rodrigo, ça va bien? Ça va pas trop mal. Et consultant, je le répète chaque semaine pour que tu me dises, tu me donnes l'occasion de le dire. Bien. Donc j'accompagne les entreprises dans leur stratégie digitale. Attention mesdames et messieurs, ce soir Rodrigo est en forme. Et dernier invité ce soir, dernier chroniqueur dont on refait le Mac, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Rodrigo, j'aimerais bien que tu me donnes l'heure, alors j'ai préparé ma montre. C'est une blague sur les consultants. Comment ça va? Ça va bien et toi? J'ai une très longue journée, très longue journée. Il y avait le show Orange ce matin, un truc qu'on savait pas pourquoi on y allait, et puis finalement il y a des trucs pas mal, on peut en reparler. Tu allais pour discuter avec ton voisin derrière toi? Voilà. Bah oui, enfin je travaille avec lui, mais... Ah non, toi, pardon. Et il y avait le salon de la photo qui pourrait faire l'objet de plusieurs coups de cœur, mais alors la semaine prochaine. Bien. Avant de parler de Mavericks et de MacBook Pro, les deux thèmes principaux de cette émission, un petit point avec Fanny sur le concours qui a été organisé la semaine dernière avec notre partenaire Busy pour emporter 10 pouces, le Littoral Folio pour iPad mini. Déjà, est-ce que tu peux nous donner la réponse à la question qui était posée la semaine dernière? Combien il y a de couleurs disponibles chez Busy? Super dur. C'était super dur. Combien de couleurs diffusées disponibles chez Busy pour la housse, le Littoral? Une seule couleur. Ah ouais, c'était dur. Alors, est-ce que tu as une liste des 10 gagnants qui ont remporté une housse pour iPad mini? Tu veux les 10 hein? Allons-y. Allez, on y va. Donc, on a @Nico44Z, Lighty Gris, Félix 6700, underscore Drex, underscore Mokodo, Segron, Jean-Luc Schaeffer, JPJ35, Le Cardinal et Yoskis. Ouais, il y a des gens qui ont déjà gagné. C'est bien, ils sont fidèles, ça nous fait plaisir. Allez, on parle du sujet principal de cette émission. Nous allons enfin tenter de répondre s'il faut prendre oui ou non la vague de Mavericks. Ah oui, on a écrit l'émission, on a préparé. La bonne surprise avant de rentrer dans le détail de Mavericks que vous avez l'occasion de tous avoir, j'espère, téléchargé chez vous sur vos Mac. Parlons de la bonne surprise qui est arrivée avant même l'installation du produit. Il est gratuit. Mavericks est gratuit. Cédric, c'est une surprise de la part d'Apple. Il n'y a pas déjà eu des mises à jour gratuites? Je réfléchis à haute voix. Ou alors c'est des mises à jour mineures? Je ne sais pas. Non, mais, ça coûtait plus de $100, Cédric, avant, et c'est tombé dans la vingtaine de dollars, et puis maintenant ça tombe à zéro. Ouais. Alors, c'est tombé dans la vingtaine de dollars avec l'arrivée du Mac App Store, parce que tout à coup... Oui, non, c'est vrai que $100, c'était un peu dément, quoi. Parce qu'en fait, le comparatif, évidemment, c'est avec Windows. Près de $200, c'est ça, pour Windows. Pardon? Près de $200 pour la version Pro de Windows, c'est ça? Oui, bien sûr, mais c'est une mise à jour que tu fais tous les 4, 5, 6 ans, 7 ans. Donc en gros, c'est une mise à jour que tu fais pas. C'est un nouveau Windows quand tu as ton nouveau PC. Et puis voilà. C'est quand même le constructeur qui le paye, le constructeur de PC dans l'occurrence. Ouais, mais le constructeur de PC, tu sais combien il le paye. Quand il le paye $30, c'est le bout du monde. Hein. Au sens où ce que je veux dire, c'est quand même une source de revenus pour Microsoft. Aujourd'hui, Apple aligne sa politique tarifaire de OS X sur iOS. Et Peter Oppenheimer, le directeur financier d'Apple, a annoncé lors de la conférence téléphonique sur les résultats la semaine dernière qu'à l'avenir, toutes les prochaines versions d'OS X seraient
gratuite. Donc c'est une sacrée évolution On va dans, dire que dans la politique tarifaire d'Apple. C'est le début de la convergence avec iOS, ce qui finalement serait relativement logique. Mais et c'est vrai que ça va être bizarre à un moment de payer des updates d'un côté que tu n'as pas de l'autre. Ça veut peut-être aussi dire que les upgrades se feront plus de manière datée, parce qu'évidemment si tu fais payer un OS à ce moment-là, il faut communiquer dessus, il faut dire voilà la nouvelle version qui s'appelle machin. Là tout à coup ça peut être juste des updates au fil du temps, outil par outil, bibliothèque par bibliothèque, fonction par fonction, sait-on jamais. Ce qui serait peut-être aussi plus facile à gérer, mais là je réfléchis à haute voix pour Apple, parce que forcément quand il y a quelques millions de gens qui en même temps disent je vais aller télécharger les 5 gigas de Mavericks. Il va y avoir un gros pic de connexion, effectivement. Enfin, ils ont un camaille, la vie est belle. Oui. Rodrigo, ton opinion, la facture va être quand même salée pour Apple. Ce n'est pas un cadeau juste pour faire plaisir à ses utilisateurs fidèles. Près de 900 millions de dollars, ce serait le coût de cette gratuité. Si on rajoute à cela le coût de la gratuité d'iLife et d'iWork, si vous achetez un Mac ou un nouvel iPad. Voilà. Est-ce que c'est plutôt une très mauvaise nouvelle pour Microsoft et son modèle de marge importante sur les systèmes d'exploitation? Ça montre que de plus en plus, un constructeur ou un acteur important du marché de la tech doit à la fois maîtriser le matériel et le logiciel et marger plus sur le matériel que le logiciel. Est-ce que c'est ça le nouveau modèle? C'est le modèle historique d'Apple. Ils utilisaient le logiciel pour vendre du matériel. Ils n'ont jamais fait d'argent avec le logiciel chez Apple. Tu te souviens, ils avaient une division qui s'appelait Claris il y a très très longtemps. Ils gagnaient 700-800 millions de dollars tous les ans avec la mise à jour d'OS 10. Ça représente le chèque que devrait potentiellement verser Samsung si le procès qui les oppose avec Apple va jusqu'au bout. C'est pas une goutte d'eau dans l'océan d'Apple. De l'autre côté, c'est une boîte qui a 140 milliards de réserves de cash, qui vont redistribuer 35 ou 40. Je ne sais pas si ça leur manque énormément. Mais non, la vraie question, c'est quelle est la valeur qu'attribue un utilisateur à ces mises à jour? Tu vois, quelle est la valeur perçue de le fait d'être automatiquement, régulièrement, non pas cette fois-ci, mais toutes les prochaines fois, avec une mise à jour automatique de l'OS aux dernières versions, aux dernières évolutions? Est-ce que ça a une valeur d'option? C'est intéressant de le voir. Est-ce que les logiciels qui étaient fournis séparément, maintenant sont fournis gratuitement, qui sont la suite concurrente d'Office, iWork, et tout ce qui est ludique à la maison, donc iLife, est-ce que ça a une valeur d'option qui permet de capter soit des nouveaux clients, soit de garder d'anciens clients et la fidélité pour qu'ils n'aillent pas ailleurs? Et ça, je n'ai pas la réponse. Pourtant, Cédric ou Fanny, on a vu que Microsoft surveillait attentivement ces stratégies historiques d'Apple d'à la fois maîtriser le matériel et le logiciel et marger sur le matériel, puisqu'ils ont sorti l'année dernière leur tablette Surface sous leur propre marque. Ils l'avaient fait auparavant avec la Xbox, bien sûr. Et puis là, ils viennent de racheter une Nokia. Donc on sent bien que ça va dans le sens de l'histoire, en tout cas pour le moment. Ouais, alors je sais pas, j'ai pas encore tout compris à la stratégie de Microsoft avec Surface en l'occurrence. Non, si, mais alors, moi, ils vont gagner de l'argent avec ça. Mais je pense que je la mettrai en parallèle avec surtout un nouveau patron pour remplacer Ballmer. Oui, mais ça peu importe. La stratégie sur Surface et machin, elle est déjà écrite. Parce que je veux mon point, comme diraient les Français qui sont partis aux États-Unis, mon point, c'est que je pense que c'est un parallèle avec, par exemple, la stratégie Nexus de Google, c'est-à-dire en gros mettre la barre, voilà, dire c'est pas la peine de faire des tablettes sous Windows 8. Google, c'est la stratégie inverse d'Apple, on est bien d'accord, Cédric. C'est le hardware, ça vaut rien, c'est le service, c'est le logiciel qui vaut quelque chose. C'est le service, parce que le logiciel il est gratuit, il est même open source. Tu as raison. Donc c'est le service. Il y a un autre modèle encore sur le marché que celui d'Apple, tu as raison, c'est celui de Google. Ouais, tout à fait. Mais donc voilà, maintenant moi je suis un peu gêné par les comparaisons sur ça y est, comment est-ce que Microsoft va faire pour vendre un système d'exploitation. C'est un peu, je trouve ça un peu décalé, c'est-à-dire que te dire que le système qui est dans ton Mac est gratuit, ça ne veut rien dire. C'est comme si je te dis que le volant qui est dans ta voiture est gratuit.
c'est oui, mais tu t'en fous, toi. Je t'ai acheté la voiture, tu l'as acheté pour la conduire. Ouais. Donc, Ouais, peu tout le monde importe. n'achète pas un Mac. On sait que le taux d'adoption sur OS X, et Tim Cook s'en glorifiait lors des différentes keynotes, est beaucoup plus rapide que sur Windows, que systématiquement, très rapidement, quand il y a une nouvelle mise à jour, les utilisateurs basculent et donc mettent la main à la poche pour ça. Donc, c'est plus important ce phénomène que sur Windows, ou sur Windows, plutôt, c'est vrai, tu as raison, on avait plutôt tendance d'acheter acheter un nouveau PC pour basculer sur un nouveau Windows. Full disclosure, au bureau où je travaille, je viens de passer sous Windows 7. Mon système précédent, c'était Windows XP. Ouais, donc, si tu veux, le temps entre les mises à jour, je pense pas. Ils te disent encore bonjour à Microsoft quand tu les croises ou pas? Ah bah oui, je sais pas quelle est la teneur de leur conversation avec le DSI de mon employeur, ça c'est un autre problème. Mais donc si tu veux, d'un côté Mac évidemment, il y a beaucoup moins de ventes aux entreprises, donc c'est l'utilisateur qui est maître de sa machine et qui donc peut clairement facilement cliquer update, surtout que maintenant il y a un compte Mac App Store, etc. Côté Windows, il y a les utilisateurs Windows à la maison et puis il y a les autres, c'est-à-dire les centaines de millions qui ont Windows au bureau et qui sont tributaires de ce qui se passe dans les arcanes de leur informatique d'entreprise. En même temps, j'en profite pour dire que j'étais pas malheureux sous XP. Tout simplement parce que tu avais le bouton démarrer, c'était super. Ouais. Mais tout simplement parce que je passe 98% de ma vie dans le navigateur. Donc si tu veux, tant que mon système supporte le navigateur, bon, Windows 7, il y a des trucs mieux et les derniers Office sont très bien. Mais voilà, c'est-à-dire que je pense aussi, et c'est pour ça que j'en faisais mention, que le système est de moins en moins important. Ouais. Tu vas nous parler de Chrome, toi. Je sens que tu vas nous parler de Chrome. Non, mais même pas. Oui, parce que par exemple, moi, tu vois, quand j'ai eu la Chromebox, puis un Chromebook, voilà, on y vient. Au début, je disais qu'est-ce que je vais faire de ça, vraiment. Quoi ça sert? Il n'y a pas d'écosystème, c'est ça en fait. Et puis tu le démarres la première fois et tu dis mon login, c'est mon login Gmail. Ah bah ça marche. Ah, il y a toutes mes informations. Donc c'est quand même une très mauvaise nouvelle ce que tu es en train de me dire pour Microsoft quand même. D'un côté, on paye plus forcément le système d'exploitation et de l'autre, le système d'exploitation n'est plus forcément le cerveau de l'affaire, le centre de gravité de tout, puisque c'est plutôt les services sur Internet et presque le network computing. Hein. On revient au début des années 90, souviens-toi Cédric. Voilà, aujourd'hui c'est un terminal l'ordinateur en gros, si je t'écoute. Écoute, si demain je lançais une PME, tu vois, je sais pas, peu importe, innovante, et que j'avais, je sais pas, une vingtaine de personnes, je te promets, ce serait Chromebook pour crédit impôt recherche, tu aurais des prêts aux EO. Je déclarais ta TVA. Non, mais il a raison de le dire, parce que tu sais, on dit en France c'est compliqué, machin. Et attends, moi j'ai vu un papier récent qui disait en France, on a Acedic Ventures, d'accord, et je suis assez d'accord. En France, on a Olivier Ezrati qui écrit l'excellent guide des startups. Vous avez toutes les aides possibles et imaginables pour les jeunes entreprises. Stop les digressions, allons au but. Termine ton idée, Cédric. Allez. Voilà, mon raisonnement, c'était de dire si demain j'avais une PME à monter pour 10, 20, 30, 40 personnes, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je prendrais des PC? Est-ce que je prendrais des Mac? Alors, si on fait plaisir, on prend des super beaux iMac. Moi, je veux un iMac, moi. Ah oui, alors mais pour moi. Moi, j'aurais peut-être un iMac, mais par contre, à mon avis, ce serait Chromebook pour tout le monde. Tu me paierais un Dell, c'est ça? Update automatique, rien à toucher, rien à faire, rien à changer, ça marche pas. Tu jettes, tu remplaces, et tu remplaces, t'as perdu aucune donnée, enfin, etc. Donc, je pense que il y a plusieurs réflexions de la part d'Apple. Il y a la convergence avec iOS, et puis il y a aussi, des réflexions sur les usages changeants du computing au jour le jour et le fait que c'est de plus en plus difficile, ce sera de plus en plus difficile de faire payer un système qui est de moins en moins apparent pour l'utilisateur. Voilà, on y est arrivé. Fanny, ton opinion, ou plutôt est-ce qu'il y a des réactions de la part des tweetos concernant la gratuité et concernant Mavericks? On a une réaction intéressante. On nous dit Maverick gratuit, ça permet à un parc homogène et donc réduction des coûts de maintenance, idem pour iWork et iLife. Pour les entreprises, hein, Rodrigos, oui, effectivement, c'était pas forcément hyper compliqué à administrer d'avoir un parc d'ordinateurs avec différentes configurations d'OS 10, Rodrigos, c'était pas forcément le nerf de la guerre aujourd'hui. Écoute, j'ai des souvenirs d'anciens consultants où on avait des benchmarks sur les coûts d'exploitation des parcs. Il me semble que le hard était 3%
que le soft était de 22% à peu près et que 3/4 du coût était lié aux interventions humaines sur un parc. Donc là, on est en train d'enlever juste 23% du coût. Ouais, c'est pas Donc, négligeable c'est en pas fait. Ouais. Et sinon, il y en a un autre quand même. On a comment il s'appelle d'ailleurs, Bamakadé, qui demande si je fais quoi. Bamakadé. Voilà, je fais quoi de la carte iTunes que j'avais achetée pour payer la mise à jour de Mavericks? Bah, il va s'acheter un film, Oh, il va tu vas acheter télécharger des autre chose, applications. Alors, on va rentrer plus dans le détail de Mavericks, bien sûr. Déjà, pour ceux qui l'ont installé, Fanny par exemple, comment s'est passée l'installation de ton côté? Alors en fait non, j'ai pas eu à l'installer parce que j'ai acheté un nouveau MacBook Air et il était déjà sur la machine. C'est moche. Bon, Rodrigo, t'as Désolé. pensé quoi l'installation de Mavericks? Alors, c'était long. Moi, je l'ai fait Mais c'était il y a bon. 2 jours, donc 15 jours après le lancement. Ça m'a pris un peu de temps. Il m'a excellente connexion free qui ne va pas assez vite. Xavier, Donc, c'est j'ai une- lancé, c'est une je suis allé reçoit. déjeuner au resto, je suis revenu et là, aux surprises, Non. reboot. Ouais. Alors, je reboot et aux surprises, reboot. Non, C'est peut-être pour ça que c'est Parce que- gratuit, Rodrigo. j'avais essayé de faire un time machine backup, tu sais, sur le réseau en mettant une nouvelle partition, etc. Alors, si tu avais lu avant, le dernier Acria, tu saurais qu'il faut faire un clone. Mais bon, passons, avançons. et il disait cannot backup. J'ai OK, donc je fais c'est Apple, quoi, ça marche, donc j'ai fait bon, allez, installe. Et là, reboot. Ouais. Et là, reboot. Et là, alors, petit vent de panique en me disant merde, j'ai pas sauvé mes données, je vais devoir booter dessus sur Firewire pour externe, machin, tout Et ça. là, tu j'ai appelles perdu du temps. Frigara. Et après, non, là j'ai appelé Google et j'ai fait Non, Google, Apple. C'est pas tout de OS suite. 10 Mavericks, Laisse-leur encore quelques années devant eux, Apple. problème. Ouais. Et je suis tombé assez rapidement sur un truc qui dit il faut désactiver, donc rebooter en mode save, désactiver tous les login items sur votre compte, donc tous les trucs qui se lancent, qui sont pas encore compatibles Maverick, je sais pas quoi. Et depuis ça marche bien, mais j'ai plus le truc automatique d'avant, quoi. Ouais. Par contre, c'est Driss Abdi, notre petit camarade, qui oui, lui a Driss, eu qui a une fait très une émission mauvaise. avec nous il y a quelques semaines. Il a eu une très mauvaise surprise parce que lui, il a voulu l'installer sur son iMac et a priori avec le Fusion Drive, ça apprécie pas du tout la mise à jour et ça a tout planté. Donc il était très heureux, il a dû revenir tout en arrière et perdre plein de trucs. Et puis si on suit bien ce qui se dit sur le net, il y a eu quelques soucis aussi de connexion et de synchronisation avec les comptes Gmail. Donc voilà, apparemment il y aurait déjà des patchs et des mises à jour qui seraient prévus. Cédric, tu parlais il y a un instant de convergence entre OS 10 et iOS. Alors on va commencer par ça, hein, pour résumer ensemble les avancées de Mavericks. Il n'y a pas vraiment de révolution côté interface, on l'a déjà dit. Le flat design qui est apparu dans iOS n'est pas arrivé dans... Ah si, il y a quand même l'arrivée du tactile sur Mac. Hein. Non, je déconne. On m'aurait caché ça, Cédric. Si seulement. Mais ça viendra un jour, j'en suis sûr. Ça s'appelait un iPad Air. Non, ça existe déjà, merde. Donc pas de révolution côté interface, pas de migration forte, d'évolution forte vers le flat design. On peut penser légitimement que ce sera le prochain grand chantier d'Apple. Après une grosse migration cette année avec iOS 7, un gros chantier. On peut penser que l'année prochaine pour OS 10, plutôt OS 11, on est droit à une vraie refonte graphique de l'interface avec, regardez, il y a eu un designer qui s'appelle Stu Crew, c'est facile à dire, qui a essayé d'adapter l'interface d'iOS 7 à Mavericks. Voilà ce que pourrait être l'année prochaine OS 11. On le voit, une interface très aplatie avec une police de caractère très inspirée de iOS 7. Est-ce que pour vous, c'est compatible ce type d'interface avec vos usages quotidiens? On commence, tiens, par Fanny pour une fois. Oula. Donc, on va commencer par Cédric. Allons-y. Ça lui apprendra à raconter des bêtises sur Twitter. Voilà. C'est de la faute à Rodrigo. Ben voilà. Allez. Oui, pourquoi pas. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Tant que vous touchez pas à l'interface de mon navigateur, moi, je serais pas malheureux. Non, mais tu as vu, les polices, ça s'est affiné, la lisibilité, c'est pas forcément simple. Oui. Parce que iOS 7, Yada. parce qu'iOS 7, il est en forme. Parce que là, c'est du rêve de designer, parce que c'est des trucs qu'il faut frotter à la réalité. Alors, on va peut-être Moi, remettre les j'avais images une longue pour conversation les revoir pour Fanny. la semaine. J'ai eu une longue conversation l'année dernière avec un des designers qui avait
travaillé sur Metro chez Microsoft, donc toute l'interface qui, elle, est unifiée maintenant sur toutes les interfaces de Microsoft. Et lui disait, évidemment, on part de ce qu'on aimerait, et puis après, on le confronte à la réalité de ce que les utilisateurs vont faire et vont devoir faire avec. Et la réalité, elle est dure, parce qu'elle te rappelle à des trucs genre, ah ouais, Flûte, faut qu'il fasse ça. Ah, c'est chiant, je vais te forcer de casser mon interface. Enfin bref. Donc voilà, ce qu'on voit là, c'est un peu un rêve de designer, quoi. Il faut après que. Et puis surtout que. Mais ça va être compliqué d'unifier les deux. Hein. Ouais, c'est vraiment compliqué. C'est très compliqué, Cédric. Surtout qu'iOS 7, de par sa conception, est avant tout imaginé pour le petit doigt, pour le tactile. Tu disais, ça va arriver. Est-ce que c'est pas ça l'élément manquant, le chaînon manquant, c'est de dire, voilà, pour qu'OS 10 ressemble à ça un jour, il faudrait peut-être qu'il y ait des interfaces tactiles dans le Mac. Rodrigo. C'est un marotte, le tactile. Écoute, j'étais à une conf il y a quelques jours, et non, mais une réunion de travail, et il y avait un garçon à côté de moi qui avait un ordinateur tactile sous Windows. Il écrivait avec un stylet sur l'écran. Je suis assez perplexe. Il avait l'air à l'aise, hein, donc je sais pas, moi ça me manque pas. Encore une fois, moi, je te dis, ma référence, c'est de voir ma fille autour de moi qui est née avec le tactile. Et quand elle s'approche du Mac, bon, elle a l'habitude, parce que maintenant, la pauvre, elle sait très bien que c'est plus tactile un écran, mais le premier réflexe, c'est de toucher l'écran. Ça ne veut pas dire que ça soit incompatible, que du jour au lendemain, on va utiliser systématiquement les mains pour exercer des fonctions. Du jour au lendemain, tu mets des traces de doigts partout. Mais c'est plus naturel d'utiliser la main qu'utiliser un trackpad et une souris. Regarde mon écran, il y a plein de traces de doigts, parce Fanny, que de toute façon... prends ma défense, s'il te plaît. Non, mais clairement, moi déjà... À ces compilateurs sous MS-DOS, s'il te plaît. Non, mais regardez, si on les laissait faire, il n'y aurait pas eu de souris, on continuerait à compiler au clavier. Vas-y, Fanny. Non. Déjà, moi, je suis tout le temps en train de montrer des trucs sur mon écran aux clients. Donc, de toute façon, des traces de doigts, il y en a plein. Ouais. Hein, et je balade pas assez ma chiffounette. Et deuxièmement, non, c'est régulièrement, je suis en train d'essayer de cropper sur l'écran du MacBook parce que pour de la retouche photo et tout, parce que j'ai l'impression d'être sur mon iPad avec le clavier. Et voilà. Donc, j'aimerais bien. Il y a plein de trucs que je voudrais pouvoir. Et pourquoi tu le fais pas avec le trackpad ? Mais parce que c'est moins naturel. J'ai pris l'habitude avec le iPad de le faire, et du coup, quand je vais en conférence maintenant, j'ai un petit clavier Bluetooth avec le iPad, et donc je fais les deux, tu vois. Et après, voilà, je rentre à la maison et j'ai mon écran qui veut pas être tactile et ça m'énerve. Je sais pas s'il y a des questions du côté tactile de Twitter en attendant Fanny, Cédric. Concrètement, le fait que Windows se soit mis au tactile, que Chrome se soit mis au tactile, donc tu l'utilises, du moins dans Chrome, c'est vraiment accessoire. Tu l'utilises jamais, ou c'est quand même un plus pour le même prix, voire moins cher? Alors, sur Windows, sur l'interface du système, si. Ça, là, tu l'utilises de manière évidente parce que c'est grosse. Alors, on dit plus des tiles en français, je ne sais plus comment ils disent, peu importe. Des tuiles, des briques, des tuiles, des puits de tuiles, enfin, peu importe. Ouais. Là, c'est logique. Clic, etc., avec les widgets, tout ça. Sur le Chromebook Pixel que j'ai, le tactile, j'utilise moins souvent. J'utilise pour des gestes plus complexes. Par exemple, pour zoomer dans une Google Map, parce que c'est quand même le plus simple plutôt que d'aller chercher au trackpad. Et c'est réactif, ça marche très bien, etc. Et d'ailleurs, ça pousse un peu. Mais si tu veux, par exemple, là où Apple a raison sur le principe, c'est que ce sont deux choses Apple incompatibles. A raison. Cette émission est enregistrée ce soir. Oui, bien sûr. Sortez les magnétoscopes. Non, mais bien sûr. C'est-à-dire que je comprends très bien le point de vue d'Apple qui est de dire non, mais attendez, on peut pas sur la même machine utiliser deux interfaces différentes sur deux plans différents. C'est quand même choquant intellectuellement. Certes, sinon que, comme je le disais par exemple, moi quand je suis sur mon MacBook comme ici, quand j'ai une Google Map à l'écran, j'ai envie de zoomer dedans avec les doigts. Il n'y a rien à faire et c'est tellement curieux de le faire sur l'iPad qui est juste à côté. Enfin bon, bref. Mais si tu veux, par exemple, au quotidien, j'aurais pas sur le Chromebook le réflexe de passer d'un onglet à un autre avec le doigt. Ça se fait à la souris ou même avec des raccourcis clavier, parce que Oscar, il est né dans le tactile. Voilà. Moi, je suis né à l'époque des raccourcis clavier. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. La commande du basique, c'était bien Gozub. Fanny, c'est quoi non, sur VI, franchement. Oui, c'est quoi la tendance sur Twitter par rapport au tactile? Il y en a quand même beaucoup qui aimeraient bien que l'écran devienne tactile. Les réactions là-dessus sont assez fortes. Ouais. On sent bien que d'année en année, on voit que les ventes de Mac ensuite, quand même si elles restent quand même
les baisses restent quand même inférieures à celles du monde PC. Et voilà, ça va dans le sens de l'histoire. Alors, pas d'avancée en termes d'ergonomie tactile, mais on a vu quand même que, pas de flat design, mais on a vu quand même quelques indices qui montreraient que l'année prochaine, le flat design devrait arriver, car il y a eu quelques petites évolutions, quelques petites coquetterie de designers à la Jonathan Ive, notamment dans l'interface du calendrier de contact, où on voit qu'il y a eu dans OS X véritablement plus du tout de traces de scomorphisme, qui était quand même la grande théorie graphique et de design des équipes précédentes en charge d'OS X et d'iOS. Donc la logique voudrait, mais y a-t-il une logique avec Apple, que OS 11 adopte le flat design. Un mot quand même sur les autres évolutions en termes d'ergonomie. Une évolution importante, c'est l'arrivée de la navigation à onglet. Les onglets, on les connaissait déjà dans Safari. Elles arrivent dans la fenêtre du système d'OS 10 désormais. Vous en avez pensé quoi en termes de productivité, en termes de navigation, de rapidité? Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. On se demande même pourquoi ils n'ont pas inventé ça avant. C'est vrai, c'est légitimement hérité de l'arrivée des onglets dans tous les navigateurs modernes. Maintenant, je t'en dirai plus quand j'aurai installé Maverick sur mon Mac. Ouais. Parce que pour l'instant, je recule un peu devant la taille du téléchargement. Je suis comme Rodrigo, je me plains de la vitesse de ma connexion, mais moi, j'ai des vraies raisons, d'accord. Donc voilà, mais oui, c'est logique. Et puis là encore, c'est un truc que tu n'as pas besoin d'apprendre parce que tu t'y es déjà habitué au travers de ton utilisation quotidienne du navigateur, donc ça me paraît parfait. Tu parlais encore de convergence, est-ce qu'il y a des signes de convergence entre OS 10 et iOS? Ça, c'était un signe de convergence puisque Craig Federighi, lors de la présentation de Mavericks, a lourdement insisté sur le fait que la navigation par onglet simplifiait l'utilisation d'OS 10 en mode plein écran. Et le mode plein écran, c'est propre à l'iPhone et aux tablettes, Cédric. Ah bah oui, c'est là, il y a une vraie convergence. Et travailler en plein écran, c'est pas très confortable auparavant, sans les onglets, c'est vrai. Ouais, c'est ça, mais c'est même une convergence. On aimerait bien que la convergence là se fasse un peu dans l'autre sens, parce que tout à coup, quand tu as des écrans avec des résolutions telles sur une tablette, ça a plus vraiment de sens de ne faire qu'une chose à la fois. Enfin, en tout cas, tu pourrais parfaitement imaginer faire plusieurs choses à la fois, faire du partage d'écran, etc. On n'en est pas là. Ouais. Il y a des apps pour ça, faut le dire. Oui, bien sûr, les onglets aident aussi à ça. Moi, le mode plein écran, c'est aussi un truc qui permet de compenser la taille rétrécissante des écrans, surtout sur les machines portables. Tu vois, il n'y a plus de MacBook 17, il n'y a plus tout ça. Donc, tout à coup... Moi, sur mon 13, je suis fou de joie de pouvoir faire du Final Cut, mais je le mets quand même en plein écran parce que c'est sympa de voir toutes tes pistes audio, etc. Donc oui, tout ce qui permet de faire du plein écran. Mais bon, il faut dire que les gens qui sont sur Mac depuis longtemps, si tu leur dis il va y avoir une convergence avec iOS, ils ont un petit frisson, ils regardent iOS et ils disent oh non, chef, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je connais encore 2-3 nostalgiques de macOS 9 quand même, je tiens à le dire. Mais bien sûr, mais absolument. Et moi, j'ai vu des choses sur Twitter et ailleurs et sur des forums au moment du lancement de Mavericks. Quand les gens ont vu que c'était gratuit, ils se sont dit oh non, ça y est. Ça y est, ils vont nous mettre une espèce d'iOS-like dans notre macOS chéri. Et vu que ce sera gratuit, on pourra juste fermer nos gueules. Et en plus, l'upgrade sera obligatoire. Je ne sais pas si ça a été tiré au clair cette histoire sur Mavericks, sur le fait que vu que maintenant les upgrades sont gratuites, les mises à jour de sécurité ne seraient plus faites sur les anciennes versions. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Je veux dire, c'est à vérifier, mais je l'ai vu. Il y a même eu des articles là-dessus sur ZDNet et j'ai pas vu. Mais je sais, non, mais ça mériterait d'être investigué parce que si c'est vrai, wow. Jusque-là, il y avait quand même, ils faisaient leurs mises à jour de sécurité aussi pour les anciennes versions. Alors, s'il y avait une fonction, Cédric, en termes d'ergonomie, qui mérite à elle seule de passer sur OS 10, c'est pour tous les nombreux, notamment ici dans les salles, la régie de TechTV ou les salles de montage, qui utilisent non pas un écran, mais voire un ou deux écrans, voire plusieurs écrans. La gestion des écrans, du mode multi-écran a été grandement améliorée par Mavericks. Non seulement donc ça gère mieux, c'est plus fluide, ça se reconnaît plus facilement, mais désormais vous avez la barre des menus qui était avant réservée à un seul écran qui apparaît également dans le second. Vous avez également le dock dorénavant qui était limité à un moniteur maintenant qui peut arriver et s'activer sur le deuxième. Donc on est
on n'est plus obligé comme auparavant de faire des sempiternels aller-retour entre le premier et le second écran. Et puis surtout, moi, ce que j'ai trouvé vraiment génial, vraiment la fonction killer d'OS 10 Maverick, si vous avez un Apple TV, c'est qu'AirPlay gère le mode second écran. En clair, vous avez une télé, vous voulez vous regarder un film et vous travaillez en même temps, vous balancez le film sur la télé en AirPlay et vous travaillez sur votre MacBook Air. Moi, j'ai trouvé ça génial. Cédric, Rodrigo, allez, aidez-moi un petit peu. Ouais, ça c'est génial, mais il faut l'Apple TV, il faut préciser, il faut l'Apple TV pour que ça marche. Et c'est vachement bien. Déjà dans la version d'avant, tu pouvais répliquer ton écran, là c'est comme si tu avais un deuxième moniteur, c'est vachement bien. Oui. Et puis ça va changer la vie. Moi, je vois plein dans des salles de réunion d'Apple TV maintenant attachés à des projecteurs, parce que tout à coup, c'est vrai que si tu as un Mac, c'est génial pour montrer des trucs, partager un écran ou montrer tes slides. Le problème, c'est que voilà, quand tu es limité à un clonage de ton écran, c'est un peu pénible parce que tu es forcé. Enfin voilà, tu peux pas, par exemple, avoir tes notes sur ton écran pendant que tes slides sont sur le proj. Donc oui, voilà. Surtout qu'auparavant. En plus, si tu travaillais auparavant en plein écran, avec un second moniteur. Ouais, en plus, si tu travailles avec deux moniteurs et que tu aimais travailler comme tu le disais avec Final Cut en plein écran, tu perdais l'affichage sur le deuxième moniteur. Donc là, maintenant, le plein écran est géré sur les deux moniteurs. Une petite réaction, Fanny, par rapport donc à Maverick, les avancées ergonomiques, peut-être le mode multi-écran. Non, sur le mode multi-écran, j'ai pas eu encore de réflexion. Il y a eu beaucoup de retours encore sur le fait que pas mal de gens ont eu des problèmes d'installation. Cédric, est-ce qu'il y a l'équivalent dans le monde PC, dans le monde Windows ou Android, que sais-je, Android ou Chrome, de cet équivalent d'écran déporté, la possibilité d'utiliser par exemple un écran externe ou plutôt une télévision en Wi-Fi comme un second moniteur, mais pas simplement le mode miroir. Ça existe ça dans le monde Windows ou c'est propre au Mac ? Alors, ça existe dans le monde Windows, évidemment, ça dépend de la machine sur laquelle tu te trouves, mais par exemple, sur l'essentiel des ultrabooks de dernière génération, tu as ce qu'on appelle WiDi, le Wireless Display, qui permet de faire absolument tout ça. Il y a aussi des solutions third party, si tu n'as pas, je crois que c'est Netgear qui a ça, juste avec un petit dongle USB pour faire à peu près la même chose. Enfin voilà, il y a un standard du marché, et puis après, il y a d'autres types de solutions qui permettent soit de cloner, soit de faire deuxième écran, etc., sans aucun souci. Voilà, si vous êtes stressé pour faire un podcast, prenez un chat, c'est magique. Sur Twitter, on a justement, on a Marcelo justement Delage qui disait la même chose, qui parlait du WiDi, et on a Grégoire Martinez qui a soufflé la réponse. qui parle aussi d'une clé HDMI sans fil chez HP. Très bien, merci Grégoire. Alors, belle avancée. Notre stagiaire préféré. Voilà. Ouais. Alors, on ne parlera pas des taxes parce que c'est quelque chose qui n'inspire pas la fine équipe dont refait le Mac, donc j'avance. On va parler du trousseau iCloud. Alors, le trousseau iCloud, ça vous permet maintenant de centraliser l'ensemble de vos mots de passe. Ça vous permet notamment, et de vos comptes, carte bancaire et j'en passe. Alors, vous en avez pensé quoi ? Moi, j'ai découvert au fur et à mesure. D'abord, on a installé iOS 7 sur sa machine, sur ses iPad et iPhone. Après est arrivé Maverick qui a activé cette fonction qui n'était pas active sur iOS 7 auparavant. Et la magie, j'installe Maverick sur mon Mac et il me demande autorisé à utiliser vos mots de passe. Et j'ai carrément un SMS qui m'arrive sur mon iPhone. Je dis oui et clac, mes mots de passe arrivent sur le Mac. Là, messieurs, dames, c'est magique. Ouais. Pas mal. Ça fait un peu peur aussi, mais bon. Alors, Rodrigo, est-ce que tu as retrouvé un petit peu ton enthousiasme ? Dis-moi. Tu sais, Maverick, ça a été lancé avec 200 fonctionnalités. Ouais. Moi, il y en a juste 2 qui m'intéressaient, qui étaient le double écran avec la télé. Je pense que ça, c'est chouette, parce que moi, je m'en sers chez moi. Et l'autonomie de batterie apportée par quelques améliorations du système cœur, qui sont la mémoire, etc. Tout le reste, ça m'a l'air d'être des gimmicks pour habiller le produit. Ouais. Je m'en servirai pas, tu vois. Ouais. Cédric a raison, on vit dans un browser ou dans 2 ou 3 applis principales dont l'interface n'a pas changé, qui n'appartiennent pas à Apple, qui n'auront pas de flat design, et donc tout le reste sur Maverick, je m'en fiche. Rodrigo, il faut être un peu cohérent parce que, comment dire, on reproche à Apple de ne pas faire évoluer son système d'exploitation, de ne pas être assez ambitieux pour le Mac, et puis lorsqu'il propose des nouvelles fonctionnalités, on dit ça ne sert à rien parce que maintenant on utilise le browser. Il y a quand même un juste milieu à trouver, il y a quand même des choses à améliorer pour une gestion quotidienne, et tout le monde n'utilise pas son browser, que je sache aujourd'hui. Pour travailler. Oui, enfin, moi, je vis dans mes quelques applications quotidiennes. La seule que j'ai remarquée depuis que je utilise Maverick, c'est Calendar.
j'ai pas vu de fonctionnalité différente que juste à part le design. Et typiquement, une des fonctionnalités qui est plutôt sympa en termes de productivité, en termes de simplicité, en termes d'ergonomie de Mavericks, c'est la nouvelle gestion des notifications. Tu parlais de travailler dans son browser. Auparavant, lorsque tu recevais, je sais pas, un message via message d'OS 10, quand tu recevais un Twitter, tu étais obligé donc de cliquer sur la notification et ça t'ouvrait ton application. Donc, c'était pas forcément pratique. Des fois, ça l'ouvrait pas du tout quand ça marchait pas. Désormais, il est possible, par exemple, lorsque vous recevez un message via Messages, de répondre directement depuis la fenêtre de Mavericks. Là, en termes de productivité, vous serez d'accord avec moi, c'est une avancée, Fanny. Ouais, non, ça, clairement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, j'avoue que ça me simplifie la vie. Et l'autre fonctionnalité aussi que j'utilise beaucoup, c'est l'intégration de Maps, en fait, avec justement le cas, tu parlais de l'agenda, où tu as tes cartes qui se rentrent automatiquement, et quand tu repars avec ton Google Now, plaf, tu as déjà toute la localisation et le trajet. C'est-à-dire, en clair, oui, il t'envoie le trajet sur... C'est pas Google Now, mais de Maps. Voilà, ça récupère tout. D'ailleurs, ça marche en plus avec les produits Android, c'est assez marrant. Bizarrement. Cédric. Non, plus rien à dire. Sujet suivant, les chéris, il est 21h55. Oula. Alors, Fanny vous en parlait à l'instant, il y a quelques nouvelles applications, mais ce n'est pas forcément la révolution du siècle dans OS 10. Apple nous avait habitués à chaque mise à jour majeure d'apporter une nouvelle application. Ça faisait, il y a quelques années qu'on n'en avait pas forcément. Il y a eu quelques évolutions, mais pas de nouvelles vraiment applications. On a eu droit à une nouvelle version, à une version OS 10 de Maps. Fanny vous en parlait, donc l'équivalent de la version iOS sur Mac. Elle n'est pas tactile forcément, il faut utiliser le trackpad ou la souris, mais c'est la même. Et ça permet, comme vous le disiez à l'instant, ma chère Fanny, de s'envoyer ses données, sa cartographie, ses parcours sur son iPhone. Notez que, Cédric, dans le monde Android, ça le fait depuis belle lurette, sachant que ça marche aussi bien sur PC que sur Mac, Cédric. Ouais, mais en fait, la bonne nouvelle du soir, c'est que tout ça, l'unification, en fait, va aller beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. Je sais plus qui me renvoie ça sur Twitter et qui cite Steve Wozniak, qui dit finalement, l'avenir, c'est un iOS conçu en partenariat avec Android. Oui, il se mouille pas, quoi. Le meilleur des deux mondes. C'est une sorte de gouvernement avec un Premier ministre de gauche et un président de droite. Et puis. Non, mais ça n'arrivera jamais en France. Jamais. C'est déjà arrivé. Oui, on a déjà eu. Bon et ça marchait pas trop mal, à plus à l'époque, souviens-toi. Bah, ils mangeaient tous les deux la tête de veau, c'est ça. On a même gagné la Coupe du Monde à cette période-là, c'est fou. C'est pas près d'arriver. Passons. Est-ce que. Alors, Craig, on va oublier iBooks, qui est l'autre grande avancée applicative. Imaginez l'arrivée des livres sur macOS 10. Donc voilà, il y a une nouvelle application, elle s'appelle iBooks. Ça permettra de lire ses livres sur son Mac. L'autre avancée sur laquelle a lourdement insisté lors de la présentation la WWDC en juin dernier, Craig Federighi, c'est la gestion de l'économie, la gestion de l'énergie propre à Mavericks. Elle a été grandement travaillée, grandement améliorée. Il y a eu le Power Nap qui permet lorsque vous avez une application qui est en arrière-plan, de couper l'affichage et donc de faire de grandes a priori, c'est ce que propose Apple, des économies d'énergie. Est-ce que vous avez noté une amélioration entre vos anciens Mac, vos nouveaux Mac? On va commencer peut-être par Fanny ou par Rodrigo. Oui, forcément, moi j'ai noté une grosse amélioration puisque c'est le nouveau MacBook Air avec le chipset Haswell. Donc je suis passée de 3 heures à 10 heures. Donc oui, clairement. Après, il va falloir que j'attende un peu dans le temps. Downgrade-le vers l'ancien système pour pouvoir... je te demande de rendre ton MacBook Air immédiatement à Apple et de faire le test. Rodrigo, toi qui as un vieil ordinateur, est-ce que tu as noté un progrès en termes d'autonomie? Ou c'est du bullshit marketing, ce que nous a dit Apple? Alors, je te rappelle que le Mac Pro 1,1 de janvier 2017... un MacBook Air. Non, attends, c'est quoi ce délire? Upgradé déjà à l'ancienne version de OS 10 et par conséquent à l'actuelle version de OS 10. Et ton MacBook Air, moi, je suis bloqué sur, je sais plus quoi, Lion, c'est ça? Oui. Je suis bloqué à la version 10.7.5. Alors, configuration minimale pour Mavericks. Tous les ordinateurs de bureau iMac depuis 2016 sont concernés par la mise à jour de Mavericks. Les Mac Mini depuis 2009 et les Mac Pro depuis début
2008, moi j'ai travaillé. Et les portables sont éligibles, les MacBook Pro à partir de mi-2007 et les MacBook Air depuis fin 2008. Voilà, donc vous nous direz sur Twitter hein, si vous avez senti une amélioration. Moi j'ai senti pas forcément une amélioration notable, mais c'est vrai que moi j'ai des usages vraiment basiques sur mon MacBook Air hein, de traitement de texte, d'écriture de papier, de navigation Internet. Alors est-ce que derrière, en faisant du montage vidéo toute la journée, en déplacement, en reportage, on sentira une différence? C'est avec l'usage, mais j'ai du mal vraiment à y croire. Si on parlait un petit peu, si vous êtes d'accord, messieurs, dames, des nouveautés matérielles qui ont été présentées également et qui nous font bien plaisir, parce qu'il y a aussi du Mac dans mon Apple, il n'y a pas que l'iPhone et l'iPad, et notamment les nouveaux MacBook Pro Retina. La grande avancée, plutôt, c'est du côté du 13 pouces, à mon sens, parce que c'est une machine qui est un peu plus abordable. Elle a été légèrement allégée, légèrement affinée. Elle ne gagne pas grand-chose, hein. 1 mm d'épaisseur et 0,05 g. Donc quand notre ami Phil Schiller s'est exclamé sur la scène qu'il était plus léger et plus fin, il s'est un peu foutu de notre gueule, mais c'est pas grave. Par contre, il avait raison, ouais, pas de beaucoup. 0,05 g et mm. Bref, c'est ça le talent marketing. Par contre, il est 200 € moins cher. On sent bien qu'Apple là fait un effort et comprend que le nerf de la guerre, ça reste le prix. Hein. Dans l'entrée de gamme des MacBook Pro Retina, il était assez élevé. 1 299 € désormais pour un MacBook Pro Retina. Ouais, c'est bon prix quand même. Hein. Là, ça commence à devenir. Bon, après, si tu compares au monde PC, c'est pas donné, mais c'est une chouette machine à un prix qui est en train de tomber dans le domaine de l'imaginable. Donc voilà. Mais c'est une chouette machine. Hein. Il faut noter, je ne sais pas si sur Twitter les gens l'ont remarqué, Fanny, il faut noter qu'il a baissé de 200 €, mais il a perdu 4 Go de mémoire. Donc déjà, si vous rajoutez la mémoire pour être comme avant à 8 Go, il faut rajouter 100 €, donc on se rapproche de l'ancien prix. Oui, il y a des techniques. Hein. Et puis, vous verrez, on va en parler dans un instant, que pour vraiment tirer pleinement parti de son téléphone, non, de son ordinateur, il faut plutôt viser la version intermédiaire qui vaut le prix de l'entrée de gamme de la précédente version. Côté connectique, quelques avancées majeures. L'arrivée du Thunderbolt 2 qui n'est pas réservé qu'au Mac Pro, donc ça va faire plutôt plaisir ici en régie pour les monteurs et pour le réalisateur. L'HDMI qui gère désormais le 4K. L'arrivée du Wi-Fi AC. Par contre, Cédric, Rodrigo, on a l'habitude pour les portables, la capacité d'évolution de ces machines désormais, elle est quasi nulle. Disons que là aussi, il y a une petite convergence avec les machines iOS. Oui, c'est pas des machines qui sont... plus des machines qui sont faites pour être upgradées. Pour ça, il y aura le Mac Pro, non? Ouais. Non? Bon, d'accord. Oui, un petit peu. Tu pourras upgrader le Mac Pro. Non, tu pourras changer le disque dur. Oui, tu pourras. Tu pourras changer la flash. Oui, tout à fait, tu pourras. Là, je pense que tu peux encore changer la batterie. C'est déjà pas mal. Non, tu peux pas. De toute façon, qu'est-ce que tu vas... Il faut changer la coque. Hein. Tu sais, quand tu changes la batterie, la batterie est collée à la coque. Il faut changer la coque. Donc, c'est Apple Store, directement. Oh la vache. Ouais. Mais au moins, il y a un upgrade path. Au moins, il y a il y a une procédure prévue. Parce que par contre, ça fait longtemps que tu peux plus upgrader un CPU. Enfin, c'est fini, ça, c'est terminé. Tu vas upgrader quoi? Le chip graphique? Non, ça n'a plus de sens. D'autant que la batterie, elle fait 5 fois la taille de la carte mère. Donc, ça veut dire que si tu veux augmenter la mémoire RAM, passer à 8 Go, c'est pas possible. C'est quand même un gros handicap pour un ordinateur aujourd'hui. Voilà. Et si tu veux augmenter la taille de ton disque dur non plus, aujourd'hui en tout cas, c'est pas possible, à moins qu'il y ait des composants qui permettent de le faire dans quelques temps, mais aujourd'hui c'est pas possible. Donc un conseil, si vous êtes intéressé par un MacBook Pro Retina, prenez directement la version intermédiaire, 256 Go de disque dur et non pas 128, parce que 128 avec les données qu'on a aujourd'hui dans un ordinateur, ça va très vite, et plutôt 8 Go de RAM parce que vous allez très vite être limité. Ça, c'est encore une fois, c'est des petites techniques commerciales, Rodrigo, assez classiques chez Apple. Hein. Les entrées de gamme, on essaye de baisser le prix, mais on les bride un petit peu. Hein. C'est très, ça me rappelle déjà du temps des iBooks et des PowerBooks, c'était déjà le cas, Rodrigo. Oui, mais la théorie marketing de base, c'est qu'on présente toujours 3 produits. On fait l'entrée de gamme pour ceux qui n'ont pas d'argent. On met un produit qui est un petit peu mieux, mais beaucoup plus cher, et qui est celui que tout le monde veut avoir, et puis on met un 3e produit qui est très cher, qui est à peine mieux. Donc les gens qui ont beaucoup d'argent vont prendre le produit le plus cher, les gens qui n'ont pas d'argent vont prendre le premier, et puis on va concentrer tous les autres sur le produit du milieu. C'est tout à fait standard. Fanny, de ton côté, voilà, je suis juste en face. Fanny, de ton côté, est-ce que tu as des réactions des questions par rapport au MacBook Pro Retina, notamment quant aux configurations ou éventuellement
quand tu as un modèle particulier à choisir. Alors oui, on nous posait quand même la question justement sur le MacBook Pro 15 pouces qui fait quand même 1 999 €. Est-ce qu'il n'est pas devenu trop cher chez Apple justement, à votre avis ? Oui, alors on va voir dans un instant, puisqu'on allait aborder le sujet d'Aswell et de la nouvelle génération de puces, qu'il est beaucoup plus puissant, parce que c'est un quadricœur de mémoire sur le 15 pouces. Mais c'est vrai qu'on arrive presque à 1 999 € en 15 pouces, la version de base, et ça peut monter jusqu'à 2 599 €. C'est presque le prix d'un Mac Pro, Cédric. On n'est pas loin. Oui. J'ai une autre objection. Ouais. C'est l'heure des coups de cœur. Bien, on va conclure sur les MacBook Pro concernant. sur les MacBook Pro concernant Aswell. Toi, qui es le spécialiste d'Intel dans cette émission, il n'y a pas forcément d'avancée majeure, du moins sur le 13 pouces en termes d'autonomie, en termes de performance. Aswell fait la part belle plutôt à l'autonomie. C'est une tendance de fond chez Intel. Il y a des avancées sur les performances graphiques. Ouais. Il y a des avancées majeures sur les performances graphiques. Il y a un widget qui s'appelle Iris. Alors ça fait longtemps que Intel promet que le chipset intégré va faire aussi bien que les cartes graphiques d'AMD et d'NVIDIA, enfin d'ATI et d'NVIDIA, enfin c'est pareil. Mais là les avancées sont surtout sur le chipset graphique et puis toujours sur l'autonomie, parce que c'est le truc sur lequel Intel se bat comme un beau diable depuis maintenant 8 ans. Alors concrètement, en termes de configuration à choisir aujourd'hui, la question la plus récurrente qui revient lorsqu'on rencontre des gens, que ce soit à la rédaction d'Icriette ou ailleurs, c'est que faut-il choisir ? Faut-il choisir plutôt un MacBook Pro Retina ou un MacBook Air ? Moi personnellement, mon MacBook Air que j'ai adopté il y a 2 ans, je pensais pouvoir le changer pour rien au monde vu sa légèreté et surtout sa grande autonomie. On voit que le MacBook Pro, notamment en 13 pouces, il y a quelques grammes d'écart, il n'y a que 200 grammes d'écart avec le MacBook Pro 13, avec beaucoup plus de puissance. Il y a de quoi hésiter, vu l'écart de prix, simplement 200 €. Fanny, Cédric, Rodrigo. Moi qui ai un vieux MacBook Air vieux de 2 ans, mais dans lequel je viens de réinvestir beaucoup d'argent parce que j'ai réparé l'écran LCD. C'est vrai que si aujourd'hui je devais changer de machine, je me poserai la question. Je suis comme toi, je suis amoureux de mon MacBook Air. Je veux dire, faudra si tu veux me le prendre, faut l'arracher de mes mains froides, mes mains froides, Oui, mes mains froides, on dirait une contre-pétrie, de mes mains froides et mortes. Donc voilà quoi, c'est pas facile. Ouais, sur le MacBook Pro Retina. Pourtant, le Retina, il est magnifique. Tu as un écran Retina, déjà, pour 200 € de plus. Tu as une vraie connectique, alors que sur le MacBook Air, il faut acheter des connecteurs et à chaque fois, tu rajoutes 29,90, 34,90 pour avoir l'Ethernet, pour avoir des sorties supplémentaires, FireWire et j'en passe. Tu as du HDMI natif et de l'HDMI 4K, donc pour gérer des écrans 4K pour des gens qui travaillent à la télé comme toi, ça peut être intéressant, même si LC pour l'instant elle est loin d'être en 4K, moins qu'on puisse dire. Et puis tu as du Thunderbolt 2, c'est quand même, c'est quand même un bon rapport qualité-prix, Rodrigo, par rapport au MacBook Air finalement. Oui. Faut m'aider un peu les gars là. Non mais franchement, si tu regardes l'évolution des portables chez Apple, moi j'ai commencé en 1996, en janvier, avec un PowerBook 230. Tu vois l'évolution pour arriver il y a 3 ans sur les MacBook Air. Alors le premier avait 0 puissance, c'était une espèce de laptop asthénique, mais maintenant il y a des MacBook Air extraordinaires. Moi je ne vis qu'avec ça, sachant que j'ai plein de machines chez moi. C'est transportable, c'est portable, c'est un plaisir de travailler dessus. De toute façon, on passe la plupart du temps juste une application à la fois, donc en mode plein écran ou pas, c'est largement suffisant. C'est top. Maintenant, il y a un petit segment de la population qui a besoin d'avoir une résolution supérieure, ceux qui travaillent de la photo ou de la vidéo, et pour eux, un écran Retina est utile. Moi, malheureusement, à mon grand âge, j'ai la presbytie qui commence à m'atteindre, et les petits pixels, je commence à avoir un peu de mal. Il y a que, je l'ai dit, 200 grammes d'écart entre le MacBook Air et le MacBook Pro Retina 13 pouces, 1,35 kg contre 1,57. En termes d'autonomie, il y avait une grosse différence auparavant entre un MacBook Pro 13 et un MacBook Air. Là, c'est à peu près la même chose, c'est à savoir 9 heures, donc il y a eu beaucoup de progrès de ce côté-là. Et puis surtout beaucoup de puissance. Encore faut-il avoir besoin de la puissance aujourd'hui, Fanny. Pour les usages basiques, c'est pas forcément indispensable. Non, franchement, même le montage vidéo, moi, le MacBook Air, tout me suffit, donc je vois pas. Donc en clair, vous attendez tous l'arrivée du MacBook Air
Retina. Retina. Ah bah, Et t'es trop tactile. fort, Olivier. Eh ben ouais, on retombe Trop sur nos fort. pieds. Et tactile avec un Touch ID. Bien, on est presque à l'heure ce soir, on va passer au coup de cœur. Alléluia, c'est bon. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Fanny. Ah putain, c'est un gros coup de cœur, regarde. Mais qu'est-ce que c'est de toute Coup de cœur. beauté. C'est les trésors de Marvel. Hein. Marvel. Ouais, je sais, c'est pas très... C'est pour les garçons, c'est pas pour les filles, ça. Non, moi je suis fan des super-héros avec plein de muscles et plein de super pouvoirs. C'est pour ça que tu m'aimes bien, c'est ça. Voilà. C'est un petit Tu parles côté des mecs Clark qui mettent leur Kent, slip mais on t'a par-dessus pas leur vu sur la pantalon. C'est ça. Non, voilà, non, c'est un super... c'est un livre Dans musée, pyjama. c'est marqué tout un musée dans un livre. Il y a, c'est comme s'il te filait des vraies cartes postales originales, des vrais certificats, des vrais Bon, premiers dessins. Donc et il faut tout. demander à Donc, l'éditeur pour d'en les offrir fans. à toute l'équipe de Tech TV ici Ouais, parce mais qu'ils même sont moi, fans. je peux pas le garder. Ils m'ont dit, on en a que 2 exemplaires, on fait tourner, donc voilà. Ah, je vous après une montre, telle publicité avec une telle audience de Refait les mains qu'il faut qu'il fasse un geste. Pas pour moi, hein, Voilà. pour la régie, le réalisateur et François mon Bonpland. deuxième coup de cœur, regarde, c'est une petite révolution. Qu'est-ce que c'est ? C'est une clé USB Ah, c'est Wi-Fi. révolutionnaire. Ah oui, clé Wi-Fi. USB, Wi-Fi, c'est Non, en fait, c'est la wireless flash drive de chez SanDisk et ça te permet de connecter jusqu'à, je sais plus, 3 à 6 devices pour écouter de la musique ou des vidéos. Donc, tu les mets dessus et tu peux, que ce soit Android ou iOS, avec Alors, l'appli, tu peux lire J'essaie de comprendre. Tu branches ton téléphone dessus, c'est ça ? en Wi-Fi. Et ça te permet aussi, si tu veux, par exemple, ton iPhone 32 Go est plein, bah, tu peux balancer tes 32 Go de photos, de vidéos dans Ouais. la clé, les Donc, avant de sauvegarder. partir en vacances, on stocke ces films là-dedans, on le met dans la boîte à gants de la voiture et tout le monde profite des films, c'est ça ? Exactement. Voilà, je t'ai vendu ça de quoi de cuir à peau, c'est pas compliqué, Fanny. Ah, Et combien oui. ça coûte ton engin ? Et tiens, Eh ben, pour le 16 Go, c'est 49,90 Ah, c'est pas cher. € et le 32 Go, ce sera 59,90 Voilà. €. Donc plutôt qu'acheter un gros disque dur Wi-Fi qui coûte cher, achetez ça et vous le chargez sa mémoire C'est bien en film. pour Ouais. dans un sac à Surtout main que la pour les mémoire filles, là-dessus, c'est ça coûte léger. une vraie fortune chez Apple. Hein. Voilà. Bien, merci Fanny. Pas d'autres coups de cœur ? Non, c'est bon, 2, ça Non, ira. bah, c'est toujours un plaisir. Cédric, quels sont tes coups de cœur avant de passer au coup de cœur de Rodrigo ? Mais ça va être long, je sens, encore ce soir. Oh, mais non, il va faire très court ce soir parce qu'il est en retard. Ouais. C'est le plus en retard de nous tous. Ah bon, très bien. Il m'a l'air motivé deux- ce soir, souriant, pressé, c'est curieux, mais bon, passe. Deux coups de cœur, c'est d'abord une enceinte Bluetooth. Alors tu vas me dire, c'est une banalité absolument Tu t'es pas affligeante. cassé ce soir. Hein. Oh, vas-y, une enceinte Bluetooth, vas-y. Il y en a c'est peut-être quoi, 750 sur le ça y marché. est, c'est un cadre photo, on est en 2009, enfin Ouais. tu vois, tout ça. Mais- Mais Oh, c'est un projet bien, mais carré, dis donc. ça vient de chez JBL, ça s'appelle la JBL Pulse. Celle-là ne fait pas que le son, elle fait aussi la lumière. C'est pas possible. Comme tu le vois sur cette vidéo magnifique, Ouais. c'est chouettement fait. Non Ça plus marche que en John Bluetooth, Travolta, comme les c'est ça autres, tu le charges absolument, tu le charges en USB, ça a, je crois, une bonne dizaine d'heures d'autonomie. Et là, tout à coup, c'est Ibiza dans ta salle de bain. Ça change la vie. Ça rajoute un truc que les autres ne faisaient pas. Le son est pas mal, surtout quand tu le mets fort, contrairement à certaines autres enceintes que je connais, comme la petite Bose. Ouais. Mais c'est pas mal, c'est JBL, ils savent faire les enceintes. Moi, ma préférée, Enfin, c'est la voilà, Bose, ça la coûte, Sony Link Mini, vous le savez. Mais bon, Ça coûte, ouais, c'est ça, ça coûte à peu près le même prix, elle coûte 200 ah, euros. quand même. Juste pour les lumières Mais c'est très réussi. L'autre nouveauté de la semaine pour moi, qui viennent de tomber. c'est quelque chose que Fanny connaît pour 2 bonnes raisons. La première, c'est que c'est une fille, et la deuxième, c'est que, comme beaucoup de gens qu'on connaît, elle traîne énormément sur Kickstarter. Ça s'appelle Memi, Oui. c'est un objet intelligent, un objet connecté, mais pensé pour les filles, les vraies. Si t'es une fille et que t'as un iPhone, Ouais. mais Fanny le dirait mieux que moi, Ouais. t'as plusieurs choix. Soit il est au fond de ton sac, donc évidemment, sauf si t'as mis la sonnerie à fond, tu auras des appels, tu auras des notifs. Quand tu vas dîner, quand tu vas en réunion, qu'est-ce que tu fais? T'as une jolie robe, t'as pas de poche. Alors moi, ce que je savais pas, c'est que les filles s'asseyent sur leur téléphone. Non. Elles le mettent, tu vois, genre sous la cuisse droite. Comme ça, au moins, si ça Cédric. tu le sens. Non, franchement. Bah oui, non, mais c'est vrai, si. Non, c'est vrai que Fanny dit quelque chose, je ne sais donc, pas. Donc voilà, l'autre choix, c'est de garder un œil rivé sur son téléphone, ce qui socialement est quand même pas génial. Ouais. La solution s'appelle Memi, c'est donc un objet connecté, un bracelet. Il n'y a pas de diode, enfin il y a une toute petite diode pour la lime. Il n'y a pas d'écran, Ouais. c'est-à-dire que, comme disent les 2 fondatrices, nos clientes à nous, elles ne portent pas des devices, elles portent des accessoires. Voilà un truc qui va te faire des notifications juste en vibrant. Et avec l'appli qui est livrée avec, tu vas pouvoir sélectionner, tu vas pouvoir dire je sors dîner avec mon chéri, donc ce soir, si tu n'es pas mon patron ou la nounou, c'est même pas la peine, le bracelet ne vibrera pas. Mes notifications
notifications Twitter, mes likes sur Facebook et les SMS de mes potes, ça peut attendre pour plus tard. Donc voilà, je trouve ça vachement bien fait, je trouve ça assez intelligent. Il se trouve que, full disclosure, la présidente de la société est une cousine à moi, américaine. Non, mais c'est vrai. La famille. Après, ils reprochent que les Corses, tout ça. Mais attendez, ils sont pires, les dames. Attendez, les Saint-Grand, mais c'est les. Que je vois une fois tous les 10 ans. Donc voilà, je joue la transparence juste vraiment par honnêteté, mais j'en parle partout. Et honnêtement, voilà, je me suis juste posé la question, si c'était pas ma cousine, est-ce que j'en parlerais? Oui, parce que c'est purement génial. C'est sur Kickstarter, ça vaut une centaine de dollars. Achetez-le vite avant que ça passe à 150 voire 200. Aujourd'hui, le bracelet est en alu, mais bientôt il y aura la version en or, il y aura tout ça. Et là, ça y est, en une semaine, elles sont à 50% de leur funding sur Kickstarter. Ça, c'est de la vente, Cédric. C'est bien. C'est clair, ça va cartonner. Ah ouais, là, c'est digne de Pierre Bellemare. Fanny, alors la touche charme cette émission, qu'est-ce que tu en as pensé, franchement? Voilà. Non, mais moi je suis allée voir, j'ai reçu un petit mail via Google+, qui a annoncé que Cédric avait vu un super truc sur Kickstarter. Je suis allée voir et j'ai mis des sous, voilà. Voilà, donc bon, c'est adopté. J'attends juillet 2014 mon bracelet. De faire jouer la fibre familiale, ça vaut le coup. Rodrigo, quels sont tes coups de cœur ce soir? Et si on quittait un petit peu ce monde cruel de la technologie, qu'on allait faire autre chose? Alors je allais me promener sur l'iTunes Store et sur Internet. Et j'ai trouvé des choses passionnantes qui n'ont rien à voir avec la tech. Non. Mais si, on va revenir au monde des CD-ROM. Oui, vas-y. J'ai du mal à te suivre, mais je ne sais pas où il va nous amener. Allons-y. Tout un stock, si tu veux. Vous vous souvenez alors pas Jacques Chirac, parce que lui connaissait que le mulot, mais quand on faisait des livres interactifs. Oui, bien sûr. Oui. Sous Montparnasse Multimédia, c'était le bon temps, de toute beauté. Je l'ai trouvé un très très bien. Ouais. Il est édité gratuitement. Vous vous rendez compte? 0 €. Mais quoi, un CD-ROM? Mais non, c'est une appli qu'on installe sur son iPad, plein écran avec des photos magnifiques qui vous font baver et saliver devant l'écran. C'est une appli qui a été lancée par Ruinart, la plus ancienne maison de champagne. Ah, là je comprends mieux, Rodrigo. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, Rodrigo? Ruinart, très bon champagne. Du 1729, Ruinart donc vous donne sur la version 1.1 son appli iPad toute l'histoire de Dom Ruinart qui vous montre le rosé, qui vous montre le blanc de blanc. Bon, alors maintenant tu vas démonter ta caméra et tu vas me faire un plan large chez toi, monter le nombre de caisses que tu as reçues de chez Ruinart, s'il te plaît. On me la fait pas, hein? Eh bien, aucune malheureusement. Vous savez bien que chez moi je bois du drapier, sans pinot noir, non dosé et non. Mais avec modération. Voilà. Aujourd'hui, Cédric est allé voir la version technique du salon de la photo, mais la semaine prochaine, il y a au Grand Palais un nouveau salon qui se lance, qui est Paris Photo. Enfin, ça existe déjà, mais il y a un autre salon avec dont toutes les galeries qui affichent. Et au Grand Palais, il y a également une exposition d'un très très bon photographe, dont on a peut-être parlé dans cette émission il y a longtemps, qui s'appelle Raymond Depardon. On avait parlé de l'appli de Raymond Depardon il y a quelques années, je me souviens. Voilà. Alors, je vais vous parler de la deuxième appli de Raymond Depardon que vous pouvez, ça y est, acheter. Donc, ça semble énormément cher. Hein. Ça coûte genre 3,29 €. C'est très très cher pour une appli. C'est vraiment pas cher pour un livre. Et il y a à peu près 130 photos de Raymond Depardon commentées qui sont très jolies à regarder et ça vous fera oublier les geeks tels que Cédric et Olivier. Bon, ça fait plaisir. Et Fanny est aussi presque plus geek que moi. Hein. Je pense qu'on ne peut pas oublier Fanny. Il faut la garder dans notre... Il faut qu'elle montre à la caméra. Elle s'est fait tatouer quand même un Space Invader. Hein. Ça montre le niveau de gaiettitude de Fanny. Voilà. C'est un vrai tatouage. Hein. Alors un autre, Fanny, tu peux soulever tes cheveux s'il te plaît et nous montrer. Allez, allons-y. Allez. Tu peux ton code binaire, Fanny? Hein? Non. Non, ce n'est pas son code de carte bleue. Allez, on enchaîne. Dernier coup de cœur, Rodrigo. N'en profite pas, s'il te plaît. N'en profite pas. Elle a un code binaire tatoué sur le cou. Allez, on enchaîne. Bon, allez, j'ai trouvé. Alors, je vous ai dit, je me suis promené sur Internet. Ça, on les connaît. Moi, j'aime bien être un peu précurseur. Tu vas sur Internet? Non, c'est se promener sur Internet. Et alors, qu'as-tu vu? Et moi, quand j'allais sur... Arrête, il va nous le vexer. Moi, j'allais sur Kickstarter, il n'y avait personne, elle était bien, on est entre soi. Là, il y a absolument tout le monde. Il y a trop full sur Kickstarter, donc j'ai plus envie d'aller sur Kickstarter. Donc, je suis allé voir les podcasts et je suis allé chez notre confrère sur Watch TV et j'ai trouvé une émission très très sympathique avec deux jeunes femmes délicieuses qui présentent une émission qui s'appelle Qu'est-ce qu'on food? Ça parle de bouffe. Dans l'épisode, alors pas le dernier, mais le précédent, il y a un jeune entrepreneur, vous savez que moi je promeux l'entrepreneuriat et l'innovation, qui est venu présenter un truc, et j'ai trouvé ça absolument génial. Alors vous pouvez aller voir l'épisode, mais ça s'appelle Prêt à pousser. Vous savez ce que c'est? Non.
Non, mais en tout cas, ça fait pousser des champignons. Alors, il paraît qu'on dit un pleurote. Peut-être qu'il va se fatiguer. Vous pouvez acheter chez prêtapousser.fr, c'est le seul produit à ce jour. Vous achetez une petite boîte, dedans il y a du marc à café, et vous avez des champignons qui poussent chez vous en 15 jours, tous les jours, matin et soir. Merci Rodrigo. Mon coup de cœur, tu parlais du salon de la photo. Il y a un instant, c'est une application sous forme de livre interactif réalisé par Jorge Camilo Valenzuela. C'est un Chilien comme Rodrigo, c'est un photographe comme Rodrigo. Et c'est également un collaborateur des amis à nous du monde de la photo qui a regroupé au sein d'une application qui s'appelle Jungle Spirit. Regardez, c'est de toute beauté. Près de 60 des plus belles photos animalières prises dans la jungle, que ce soit en Amazonie, à Bornéo, en Afrique. Les photos sont vraiment superbes. C'est taillé sur mesure pour l'iPad Retina. Énorme travail. Vous disposez même d'illustrations sonores pour vous immerger dans la jungle. C'est top. Ça s'appelle donc Jiggle Spirit. C'est disponible sur l'App Store au prix de 6,99 €. Et c'est pas le seul coup de cœur qu'on fait pour un collaborateur. L'autre, c'est pour quelqu'un que vous connaissez bien dans On fait le Mac. Il s'agit de Steph Cartoon, alias Stéphane Rollo, qui a publié son premier ouvrage, ou plutôt son premier iBooks. Ça s'appelle, je cherche le nom, je ne trouve pas, c'est terrible, L'année geek 2012 by Steph. C'est un iBooks payant, il coûte 4,99 €. Vous allez retrouver dans cet ouvrage les principales planches qui ont été publiées dans cette émission, mais bien d'autres. Vous reconnaissez Fanny sur cette image et Monsieur X. Voilà, ça coûte 4,99 €. C'est là, c'est l'une des préférées avec Cédric. Voilà, il a beaucoup de talent, Steph Cartoon, et c'est un grand coup de chapeau qu'on lui a donné. Surtout que la préface, elle est signée True Mr. X alias Monsieur X. Voilà, merci d'avoir participé à ce 147e épisode d'On refait le Mac. Vous retrouvez Cédric dès dimanche à 13h10 sur plein écran, sur LCI. Qu'est-ce qu'il y aura donc au menu, Cédric? Cette semaine, le salon de la photo où j'étais aujourd'hui, beaucoup de belles nouveautés, des trucs très chers, très beaux chez Leica et Hasselblad et les autres, et puis des choses plus abordables et technologiquement magnifiques, et puis une tendance pour les appareils vintage. Voilà, tout ça c'est dans l'émission de cette semaine. Alors on a à ça donc dimanche 13h10 sur LCI. Vous retrouvez Fanny chaque semaine dans On fait le Mac et sur Twitter, mais également très prochainement, ça arrive là bientôt, pour une Fanny's Party, Fanny. Oui, alors il y a une Fanny's Party le 26 novembre, c'est celle de Noël. Il y a une spéciale fille le 16 décembre dans un nouveau lieu superbe. Et puis surtout, vous pouvez regarder aussi l'émission WOF sur la Coca-Cola Zero Gaming Zone sur Melty. WOF, vas-y, WOF. World of Fanny. Voilà, tous regardez-vous devant Fanny. Merci Fanny, vous retrouvez... bah oui, vous retrouvez... Ah, il a l'esprit mal tourné. Et vous retrouvez Rodrigo chaque semaine dans On fait le Mac, c'est sur Twitter @Rodrigo. Et il sera, j'imagine, également à la Fanny's Party. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.